Bonsoir et bienvenue à Equinox Soir. À travers un communiqué rendu public par le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, on apprend qu'en raison de la pandémie du coronavirus et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement, le président de la République a décidé de l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la Fête du Travail et de la Fête nationale. Cette sortie de Ferdinand Ngongor intervient moins de 48 heures après un message radio porté de Joseph Betty Assomo. Le 20 avril dernier, en effet, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense annonçait le thème de la célébration de l'édition 2020 de la Fête nationale. Tous unis face à la pandémie du Covid-19 pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique, un thème précisait le message prescrit par le chef de l'État himself. Maintenant, c'est le secrétaire général à la présidence de la République qui indique que le même chef d'État a décidé de l'annulation de la célébration publique de la fête du 20 mai. Y a-t-il incohérence ou tout simplement une différence d'approche dans la compréhension des annonces de la présidence de la République, finalement, qui parle au nom du président de la République, ou le Premier ministre, chef du gouvernement? Annulation de la célébration de la fête nationale dans un contexte de crise économique, sanitaire et sécuritaire, et bien plus, dans une ambiance de confusion dans la communication gouvernementale, c'est le fait du jour. En plateau, ce jeudi 23 avril 2020, pour commenter ces sujets, Maître Moustapha Ngwana, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir également aux populations camerounaises qui, de mon point de vue, se manifestent aujourd'hui comme étant parmi les plus incohérentes au monde. Elles se plaignent du matin au soir et du soir au matin. Et lorsque vient l'heure de prendre des décisions pour faire changer leur avenir, elles prennent plutôt des positions paradoxales. Soit on vote pour le bourreau, soit on ne va pas à l'élection. Donc je voudrais dire à toutes ces populations-là que tant qu'elles ne prendront pas leur destin en main, le pays dans lequel ils vivent restera embourbé dans les difficultés qui vont les emporter les uns après les autres. Maître Moustapha Ngwana, avocat au barreau du Cameroun et conseiller juridique national du Social Democratic Front, un parti politique de l'opposition. Maître Georges Teguem, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir mon copanéliste, bonsoir à tous vos fidèles spectateurs, tous téléspectateurs, toujours aussi nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Nous avons exclusivement, dans le cadre de cette émission d'Equinox Soir, ce soir, Hilaria Allegrosi en ligne. Hilaria Allegrosi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en droits de l'homme et vous travaillez pour Human Rights Watch. Merci d'avoir réservé à Equinox Télévision la primeur de votre réaction après la publication du rapport de la présidence de la République sur les événements de Gabu dans la région du nord-ouest Cameroun, une région qui a été le théâtre de violence, d'une tragédie. Il y a quelque temps, c'était dans la nuit du 13 au 14 février dernier. Vous avez fait un travail là-dessus, vous avez rendu public un rapport. Première question, Hilaria Allegrosi, est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport? Qu'en pensez-vous? Nous avons lu les communiqués de la présidence de la République et je pense que ce rapport de la commission d'enquête représente une avancée très importante, un pas positif dans la bonne voie, dans la bonne direction. Ça montre que le gouvernement est disposé à sanctionner les responsables des crimes commis par ses propres forces de sécurité. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord sur tous les points clés du rapport, surtout le nombre des victimes et la dynamique de l'attaque. Nous continuons à souligner que cette tuerie était délibérée et pas les résultats d'un incident mauvais et malheureux.
mais je pense que c'est une première avancée très positive. Nous saluons surtout l'ouverture du chef d'État à prendre en compte les rapports des ONG, des organisations non gouvernementales et des médias et à travailler, à collaborer avec eux. Vous avez souhaité dans votre rapport que le gouvernement mette en place cette commission d'enquête. Le Cameroun a-t-il joué de transparence? Je pense que le gouvernement a fait son travail. La commission d'enquête, malgré elle avait été présidée par le ministre de la Défense, avait également dans sa composition les membres de la société civile, et d'autres acteurs. Et je pense que voilà, il y a des points du rapport que nous ne partageons pas. Mais ça représente une avancée et je pense que c'est une étape positive, une bonne démarche. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, vous a accusé d'avoir pris de l'argent et surtout d'avoir distribué de l'argent à certaines ONG et à certains médias. On vous a accusé d'avoir tenté de déstabiliser le Cameroun. Que répondez-vous à ces accusations? Je pense que le gouvernement et aussi le ministre de l'administration territoriale, également les porte-parole de l'armée, devraient prendre un moment pour réfléchir sur les conclusions sérieuses de ce rapport de la commission d'enquête et balancer cela avec leur première réaction. Lorsque nous, d'autres ONG, d'autres médias, nous avons dénoncé les meurtres de Ngarbou, les gouvernements et les militaires nous ont attaqués, ils nous ont rabaissés, ils nous ont provoqués avec des insultes, parfois même personnelles, contre moi-même. Et je pense que les autorités devraient comprendre que nous ne serons pas intimidés par ces tactiques et que nous cherchons plutôt à travailler ensemble avec les gouvernements. Nous répondons à ceux qui nous accusent avec les mêmes mots du président de la République dans les communiqués qui portaient sur les résultats de l'enquête et qui a reconnu la valeur et l'importance de travailler avec les ONG. Bien sûr, pour s'y faire, il est très important de garantir un accès sans entrave aux organisations des droits de l'homme, y compris à Human Rights Watch. Ilaria Legrosi, est-ce que vous avez donné de l'argent à certains médias, dont Equinox Télévision? C'est une question qui me fait sourire parce que je pense que ce sont bien des fausses allégations où je vais répondre comme un journal camerounais l'avait dit, des fantasmes plutôt. Alors, certaines sources ont indiqué que Human Rights Watch, l'organisation qui vous emploie, d'une part, et vous-même, Intuitu Personae, aviez l'intention de donner une suite judiciaire à ces accusations. Qu'en est-il? Excusez-moi? Alors, Human Rights Watch, on a appris de certaines sources que Human Rights Watch, d'une part, et vous-même, personnellement, aviez l'intention de donner une suite judiciaire à ces accusations. Qu'en est-il? Non, il n'y avait aucune intention de donner des suites judiciaires. Nous répondons justement en disant au gouvernement que nous sommes prêts à travailler en collaboration avec les autorités pour faire avancer ensemble une cause qui est commune, et c'est celle des droits de l'homme. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser le Cameroun, mais nous sommes là pour dénoncer des exactions et travailler ensemble pour faire en sorte qu'elles cessent. Cela signifie bien évidemment que la présidence de la République qui a indiqué qu'elle était disposée à travailler avec toutes les ONG pour la promotion des droits de l'homme, eh bien cette main tendue là, vous la prenez? Bien sûr, nous avons toujours montré notre plus grande disponibilité à travailler avec le gouvernement. Vous savez, à chaque fois que nous rédigeons un rapport, nous envoyons bien à l'avance les résultats de nos enquêtes au gouvernement en posant des questions spécifiques sur des cas spécifiques, en demandant des réponses. Parfois, ces réponses arrivent, parfois elles n'arrivent pas.
mais nous sommes toujours disposés à travailler en collaboration et ensemble. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il est très important de pouvoir garantir un accès sans entrave aux organisations des droits de l'homme. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur la manière dont vous avez travaillé? Quelles ont été vos méthodes de travail? Parce qu'on a bien remarqué que malgré toutes les tentatives de déconstruction de votre rapport, malgré le fait qu'on vous ait voué aux hégémonies, vous êtes resté droite dans vos bottes, qu'est-ce qui fonde vos convictions sur la tragédie de Ngarbu? Notre rapport a été publié le 25 février, donc une dizaine de jours après le massacre, et il s'appuyait sur des entretiens menés par téléphone avec plus de 25 personnes, y compris des témoins oculaires des victimes du massacre, et s'appuyait également sur des images satellites prises avant et après l'attaque. Déjà, les témoins nous avaient dit, ils avaient déclaré qu'il n'y avait pas eu de confrontation entre les séparatistes armés et les forces de sécurité, qu'ils n'avaient pas entendu d'explosion comme il avait été déclaré au début par les communiqués du gouvernement, du ministre de la Communication, et que les tueries étaient délibérées et qui visaient à punir la population qui était soupçonnée ou accusée d'abriter des séparatistes et de les supporter. Les témoins avaient aussi déclaré que les militaires, ensemble avec les hommes d'ethnie Peul armés qui étaient ensemble avec eux, avaient aussi brûlé des maisons où les civils avaient été tués. C'est comme ça qu'on a pu obtenir et analyser des images satellites qui ont permis de déterminer les dommages compatibles avec des incendies, compatibles avec les témoignages que nous avons récoltés. Alors, Hilaria Legrosi, je vous propose de rester en ligne pour qu'on puisse recueillir l'avis des uns des autres sur ce plateau. On revient à vous dans quelques secondes. Maître Georges Teguin, vous avez écouté la réaction en exclusivité sur Equinox Télévision de Hilaria Legrosi, chercheur en droits de l'homme. Elle travaille pour le compte de Human Rights Watch et elle avait produit un rapport sur la tragédie de Ngarbu. Hier, la présidence de la République, en tout cas avant-hier, la présidence de la République a rendu public un rapport dans lequel un certain nombre d'éléments qu'elle avait soulignés reviennent. Quelle est votre réaction en écoutant ces explications de Hilaria Legrosi? Permettez-moi d'abord, M. Duval, de présenter mon hommage très appuyé au personnel médical qui travaille tous les jours dans le cadre de la guerre sanitaire que mène notre pays. Permettez-moi également de présenter un hommage à titre personnel très appuyé à l'armée camerounaise qui travaille avec professionnalisme. C'est une armée de profession, c'est une armée bien formée. On a chez nous une école militaire qui a formé des chefs d'État. Il y en a au moins 2 qui sont passés par ici. On a chez nous une école internationale des forces de sécurité. On a notre pays des nombreuses écoles de formation des militaires. Ça veut dire que chez nous, on forme les militaires à un bon niveau. Maintenant, comme dans tous les corps, il peut arriver qu'il y ait des brebis galeuses. Bien, Madame Legrosi, je suis content pour elle. Elle est bien heureuse et qu'elle se rassure tout de suite. Le gouvernement de la République est un gouvernement ouvert. Le Cameroun n'a jamais été un pays fermé. C'est un pays ouvert. Le gouvernement est toujours prêt à travailler avec toutes les personnes qui viennent de bonne volonté et qui veulent travailler avec lui. Madame Legrosi a pondu son rapport, ou alors elle a rendu public un rapport. C'était un rapport qui, à l'époque, était connu d'elle, qui vaut ce qu'il est, c'est-à-dire un simple rapport. Et le gouvernement de la République, avec les informations qu'il avait à ce moment-là de ses représentants sur place, il avait de bonnes raisons de douter. Et je pense qu'aujourd'hui, le doute est toujours permis. Permettez-moi de le dire, parce que ce soit Mme Legrosi, que ce soit le gouvernement de la République, jusqu'à présent, personne n'a la preuve exacte de la réalité de ce qui s'est produit à Ngarbu. Autrement dit, c'est une enquête bâclée. Écoutez, c'est pas ce que je dis, c'est vous qui le dites. Puisque vous dites qu'on n'a toujours pas, le président de la République a mis en place une commission. Cette commission a enquêté, a rendu public un rapport. Et vous dites que jusqu'ici, même avec ce rapport, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que le travail était mal fait? Non, permettez-moi de dire que pour moi, ce n'est qu'un rapport et rien de plus. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut continuer à attendre. Quelle est votre réaction, Maître Ngouana, sur ce sujet? Je dois dire que je ne suis pas très surpris de voir qu'aujourd'hui,
le gouvernement de la République a finalement accepté de manger son chapeau, c'est-à-dire d'accepter péniblement de reconnaître qu'il a eu tort sur toute la ligne. Je dois dire que le gouvernement de la République est, de mon point de vue, coutumier du fait. On est d'abord dans le déni, dans la dénégation permanente, avant de se retrouver plus tard avec des situations qui sont incontrôlables entre les mains. Si je dois prendre quelques exemples, dont parmi les plus... Il y a des exemples qui sont récents et des exemples qui sont beaucoup plus anciens. Je pense que notre gouvernement communique mal. Vous vous souvenez, jusqu'à aujourd'hui, entre 1994 et à ce jour, il y a une mallette qui reste toujours entre Paris et New York, qui n'est jamais arrivée. C'était toujours la communication, c'était toujours la communication gouvernementale sur des sujets qui étaient épineux pour le peuple camerounais. Vous avez Il faut rappeler que c'était dans le cadre de la Coupe du Monde, 1994, naturellement. Il y avait un coup de cœur qui avait été organisé pour soutenir les Lions d'Ontario. Et qui a été détourné, et on a prétendu que cet argent se trouvait entre Paris et New York. Aujourd'hui, c'est très récent. Vous avez eu dans le septentrion de notre pays des massacres qui ont eu lieu, et curieusement, on s'est retrouvé encore dans le déni. On a même allé jusqu'à accuser l'armée d'un pays ami, et on a voué même pour des chaînes de télévision aux hégémonies, pour plus tard se retrouver en train de reconnaître la réalité factuelle. Et il faut dire une chose encore. Tout récemment, on nous a promis qu'il y aurait une Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Elle n'est pas arrivée. Donc, ce que je soulève, c'est la question même de la valeur, si vous voulez, de la parole de ceux qui nous gouvernent. Vous avez vu, il y a eu des théoriciens du complot, des personnes qui ont prétendu sans examen préalable que c'était une volonté de déstabilisation du Cameroun, alors que les véritables comploteurs sont ceux-là qui empêchent aux Camerounais au quotidien d'avoir le minimum vital, le minimum dont ils ont besoin pour pouvoir joindre les deux bouts au quotidien. Donc, la gestion de cette crise démontre une fois de plus cette forme de communication arrogante, sans mesure, qui caractérise le gouvernement de la République. Ce qu'il faut dire, c'est que face à des situations comme celle-là, lorsque vous n'avez pas toutes les cartes en main, au lieu de se jeter immédiatement dans des accusations stériles et même puériles, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire une communication conservatoire. Un peu comme celle que, je vais dire, le SDF a fait. Parce que le SDF a dit qu'il fallait attendre les enquêtes avant de se prononcer. Mais le gouvernement de la République, lui, s'est prononcé immédiatement, a commencé à tirer sur les ONG, a estimé qu'on voulait déstabiliser le Cameroun, et aujourd'hui on se rend compte de ce qu'il n'en était rien, et que les déstabilisateurs sont ceux qui sont à l'intérieur et qui se refusent à prendre les mesures appropriées pour répondre aux questions, aux préoccupations de l'heure, aux préoccupations qui s'imposent aux Camerounais au quotidien. Donc, de mon point de vue, la réaction du gouvernement, s'il faut le dire aujourd'hui, nous allons dire que quand elle arrive avec beaucoup de retard, nous trouvons également, comme Mme Allegrosi, qu'il s'agit quand même d'un début, parce que très souvent, nous sommes habitués à avoir des commissions d'enquête qui ne rendent jamais leur rapport. Parce que c'est un bon point, et il faudrait pouvoir le reconnaître. Pour une fois, il y a un rapport dont nous avons les conclusions, et les conclusions qui pour une fois, sont accablantes pour le gouvernement de la République. Donc, je dois dire qu'il y a quand même eu une espèce de transparence, une espèce d'impartialité, parce que des personnes ont été nommément désignées, incriminées, et vous connaissez les suites qu'il y aura certainement dans le cadre de cette affaire, un peu comme ces deux femmes et ces enfants qui ont été tués au Cameroun et qu'on a prétendu être au Nord Mali. Vous voyez que ces militaires sont aujourd'hui poursuivis. Donc nous pensons qu'avec l'action conjuguée des ONG, des partis politiques et également de la société civile, il y a quand même une avancée que nous ne pouvons pas dénier sur ce plateau. Je vous remercie. Hilaria Allegrosi, la présidence de la République a donc rendu public cette synthèse de rapport sur la tragédie de Ngarbu. Vous, qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce gouvernement après la publication de ce rapport? Oui, avant que je ne réponde à cette question, permettez-moi, s'il vous plaît, de réagir par rapport à ce que le premier copanéliste vient de dire. Je
pense qu'il faut arrêter de dire que ça c'est un rapport que moi j'ai écrit, ça c'est un rapport de mon organisation Human Rights Watch, qui est une organisation internationale des droits de l'homme. Je ne suis pas seule dans mon équipe, je travaille avec des dizaines de personnes, leur ensemble dans une équipe. La deuxième chose, je pense que les militaires, de tout gendarmes, de tout policiers soient conformes aux plus hauts standards de professionnalisme et de discipline, qui soient respectueux des droits de l'homme. Il faut insister sur cela, appliquer une politique de tolérance zéro lors des opérations de sécurité, des bouclages et des ratissages qui se passent dans les villages des régions anglophones ainsi que dans les villages de l'extrême nord. Et ça ne se passe pas toujours. Donc, le professionnalisme de l'armée qui a été évoqué est très important. Maintenant, par rapport, si vous pouvez, s'il vous plaît, me répéter la question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. La question porte sur ce que vous attendez maintenant du gouvernement camerounais après la publication de ce rapport. Oui, je pense que ce rapport est un premier pas dans la bonne direction et montre que le gouvernement est disposé et prêt à sanctionner les crimes. Donc, il faut aller plus loin. Il faut qu'il y ait d'autres cas qui ont été documentés d'exactions aient le même degré, le même niveau d'attention, de mobilisation et d'enquête qui a été réservé au cas d'Engarbo. Human Rights Watch et d'autres organisations ont documenté beaucoup d'autres cas dans les régions anglophones, des exactions commises tant par les forces de sécurité que par les séparatistes armés ou dans l'extrême nord par Boko Haram. Il faut enquêter sur ces cas également. Et je pense qu'il faut, pour montrer qu'on peut remplacer la culture de l'impunité avec une culture de responsabilité. La lutte contre l'impunité, vraiment, pourrait représenter un pas important aussi dans la résolution de la crise anglophone. Arrêter, identifier, sanctionner les responsables des crimes peut lancer un signal très fort que les abus ne sont pas tolérés, peut apaiser les esprits et peut contribuer également à résoudre la crise. Alors, il faut se rappeler que avant cette tragédie de Garbu, où on a dégagé, où on a précisé les responsabilités de l'armée, il y a eu une situation semblable il y a quelque temps dans l'extrême nord du Cameroun, où des éléments de l'armée avaient été accusés d'avoir tué des femmes avec leurs bébés, avec leurs enfants. Alors, on se souvient également que sur cette question, Human Rights Watch avait fait un travail avec d'autres ONG locales. Est-ce que ça commence à vous inquiéter? Est-ce que ça peut amener à conclure que l'armée camerounaise a besoin véritablement d'être moulée dans le sens du respect des droits de l'homme? Est-ce que le Cameroun est un pays dangereux pour vous? Je pense que ce que le rapport de la commission d'enquête, par exemple, sur le massacre d'Engarbo ne dit pas, c'est que la tuerie d'Engarbo se situe dans un cadre plus large des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité dans les régions anglophones, des erreurs qui sont répétées après ceux qui ont été commis aussi et qui continuent d'être commis dans l'extrême nord, dans le cadre des opérations de sécurité contre Boko Haram. Donc oui, je pense qu'il y a énormément de problèmes qu'il faut résoudre et insister pour ça sur la formation des forces de sécurité devient de plus en plus important. Donc le cadre plus large doit être situé et compris. Peut-être avant de prendre l'avis des autres panélistes, est-ce que depuis la publication de ce rapport, est-ce que depuis lors, vous avez échangé avec des membres du gouvernement? Est-ce que vous attendez des excuses du gouvernement camerounais après la publication de ce rapport qui confirme certaines déclarations que vous avez faites ou certaines conclusions que vous avez obtenues dans ce rapport? Nous allons contacter les autorités. Nous préparons une réponse au communiqué par rapport aux résultats de la commission d'enquête. Donc, nous allons contacter les autorités très bientôt. Et pour ce qui concerne les excuses, je pense que ma réponse est celle de tout à l'heure. Nous disons aux autorités que nous sommes prêts à travailler ensemble et pour s'y faire, on a besoin d'avoir accès au pays pour échanger, pour discuter
lutter ensemble d'une cause commune qui est celle de l'avancement des droits, du respect de la protection des droits au Cameroun. Voilà, vous restez en ligne pour le dernier jet. Hilaria Allegrozi, vous êtes chercheur en droits de l'homme. Vous travaillez pour le compte de Human Rights Watch. Maître Georges Teghem, il y a quand même des leçons qu'il faut tirer de ces événements et surtout après cette affaire de Garbu. Écoutez, comme j'ai dit, peut-être ça lui fait mal, ce n'est qu'un rapport. Il faut qu'elle comprenne bien qu'au Cameroun, il y a des règles, il y a des institutions qui fonctionnent. Et c'est la valeur des documents, ces rapports. Ce n'est qu'un rapport. Je suis désolé, et mon confrère, peut-être il trouvera un autre mot. Ce que je voulais quand même faire observer, c'est que nos forces de défense sont formées aux droits de l'homme. Madame Allegrozi, vous devez savoir qu'au Cameroun, nous avons participé, ou alors nos forces de défense ont participé à de nombreuses opérations humanitaires, notamment en Centrafrique, au Cambodge, et dans un certain nombre de pays où les militaires camerounais ont été requis et ils ont fait leurs preuves. Et nous avons été sollicités dans beaucoup d'autres opérations humanitaires. Nous avons au Cameroun une école de formation en droits de l'homme des forces militaires à Hawaï. C'est-à-dire qu'au Cameroun, le gouvernement de la République est crédible d'autant que nous avons chez nous des écoles internationales de formation des cadres de l'armée. Et dans leur formation, il y a un module entier à l'EMIA exclusivement qui porte sur les droits de l'homme. Donc rassurez-vous, nous avons des militaires formés. S'agissant maintenant du rapport, excusez-moi, j'ai entendu mon confrère ça, il m'a un peu gêné parce que il dit on ne fait rien et après il dit qu'à l'extrême nord on avait dit ça, finalement on a poursuivi les militaires. Oui, le rapport, ces rapports, il comprend, c'est une dénonciation, c'est tout. Donc il est adressé à qui de droit? Et au Cameroun, Madame Allegrozi, il y a des institutions qui fonctionnent. Ici, la responsabilité pénale et personnelle et individuelle. Et lorsque vous posez un acte délictueux, il y a une institution qui est l'institution judiciaire. Elle est seule qualifiée pour dire si vous avez commis le fait dommageable ou pas. C'est comme ça ici, c'est nos valeurs, c'est nos règles, c'est la République, c'est l'exemplarité. Et le président de la République a mis la République exemplaire au cœur de l'action gouvernementale. Donc chez nous, lorsque vous rendez public votre rapport, le gouvernement de la République mène des enquêtes, la présidence de la République communique, c'est un communiqué, il n'est qu'un communiqué, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité vraie. La vérité sera la vérité judiciaire. C'est comme ça le Cameroun. Et c'est ça tant que le RDPC sera au pouvoir. Il a dit tout à l'heure qu'on doit emprunter au SDF. Nous préférons notre parcours à celui du SDF parce que passer quand même de 15 débutés à 5, je pense qu'il faut un peu faire preuve de réserve. Donc moi, c'est ma position, c'est notre posture, c'est la position du gouvernement de la République, c'est la position du gouvernement camerounais. Le Cameroun, Madame Allegrozi, est un pays ouvert. Nous sommes un pays de dialogue, nous sommes un pays, si vous voulez, chez nous, c'est la démocratie complète. Vous voyez, vous êtes à une émission de télévision, vous vous exprimez parce que vous en avez le droit, vous avez fait votre rapport, vous en aviez le droit. Maintenant, le gouvernement a commis une commission d'enquête qui a rendu un rapport. Le gouvernement de la République, notamment le ministre de la Défense, président de la République, parce que c'est le ministre de la Défense, il a communiqué via monsieur le ministre d'État, secrétaire général, c'est un communiqué, et pardon, ne nous pressons pas, continuons d'attendre, parce qu'en réalité, l'institution qui dira qui a fait quoi est saisie actuellement, je pense, du rapport. Il est indiqué par ailleurs dans le communiqué qu'il y avait également une action judiciaire, une action disciplinaire. Attendons, et lorsque ces deux actions auront montré ou alors dévoilé leur réalité, nous pourrons à ce moment discuter. Mais pour l'instant, Maître Teghem, vous demandez d'attendre et d'être patient. Vous aurez pu le dire également pour les ministres de la République qui, dès que le rapport a été rendu public, se sont jetés sur les ONG, ont copieusement insulté ces ONG, Human Rights Watch et beaucoup d'autres ONG locales, les accusant de tentatives de déstabilisation du Cameroun. On aurait pu exiger la même retenue de ces membres du gouvernement. Je vous comprends, mais voyez-vous, c'est simplement que je comprends l'écœurement des membres du gouvernement. C'est que moi, je pense que les membres du gouvernement ont pensé que dans leur rapport, il y a une sensation d'atteinte à un principe séculaire et sacré que mon confrère n'ignore pas, il est devant moi, il aura l'occasion de réagir. C'est celui de la présomption d'innocence. Au Cameroun, vous êtes présumé innocent jusqu'à décision définitive. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une décision de justice, eh bien, monsieur, même ceux qui sont dans le rapport, ils sont
présumés innocents et ils seront défendus devant les juridictions par des avocats constitués. Parce que l'État peut même leur attribuer les avocats. C'est la loi camerounaise, le respect des principes, des règles. C'est comme ça que notre pays fonctionne. Okay. Et nous tenons à ce que ces règles soient observées par tous ceux qui collaborent avec nous. Maître, quelles sont les leçons qu'il faut tirer de cette affaire de Ngarmou? Oui, avant de parler de leçons, je voudrais rappeler à mon confrère et ami de longue date même, je dirais, qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté. Mon cher confrère, vous parlez de démocratie complète. Je regrette, il ne faut pas penser que ceux qui sont dans la critique n'aiment pas leur pays. Mais il faudrait que nous puissions avoir en face de nous les réalités de notre pays et de pouvoir les décrire en toute froideur. Lorsqu'il n'y a pas de démocratie sans liberté, j'ai dit, vous ne pouvez pas manifester au Cameroun. Vous n'avez pas de liberté de rassemblement. Vous n'avez pas la liberté d'expression parce que ce que nous avons là, c'est une liberté de bavardage. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une véritable liberté d'expression, on n'a pas un ministre de l'administration territoriale qui quitte le domaine qui est le sien pour attaquer les chaînes de télévision et de radio qui font un travail professionnel, un travail qui permet d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les questions prégnantes de l'heure. Aujourd'hui, où est le ministre de l'administration territoriale? Il a menacé votre chaîne de télévision, il a menacé beaucoup d'autres. Dans aucun pays démocratique, ou bien dans aucun pays dit démocratique, nous n'avons des sorties aussi fracassantes. Ou pour des questions épiphénoménales, un ministre peut se permettre de menacer toute la République. Je dis que c'est impossible. Donc je regrette. Il faut qu'on puisse le reconnaître. Nous sommes une dictature qui est vêtue des oripeaux de la démocratie. Je vous le dis et je le soutiens. Nous ne pouvons pas nous vanter d'être un véritable pays démocratique. Vous avez parlé des institutions judiciaires et consorts. Vous êtes avocat au quotidien. Vous voyez comment est-ce que la machine est grippée. La séparation des pouvoirs qui est également un élément essentiel de la démocratie. Est-ce qu'au Cameroun, cela existe véritablement? On a le sentiment qu'il y a une concentration abusive de tous les pouvoirs entre les mains d'une seule et même personne. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale sont proposés par la même personne. Le président jusqu'au président de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel, toutes ces personnalités-là. Donc, votre démocratie, celle à laquelle vous faites allusion, n'est malheureusement pas encore mise en application au Cameroun. Maintenant, s'agissant des leçons. Voyez-vous, je pense que le gouvernement de la République doit éviter l'arrogance et contrôler davantage sa communication. Il faut apprendre la communication conservatoire. Je le dis. Lorsque vous avez une situation dans laquelle vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants, vous pouvez faire un communiqué dans lequel vous annoncez par exemple que vous avez mis sur pied une commission d'enquête comme celle qui vient d'être mise et qu'au terme du rapport de la commission d'enquête, vous allez tirer les leçons et rendre vos conclusions. Si le gouvernement n'avait pas s'il n'y avait pas eu la cacophonie, vous vous rappelez, le ministre de l'administration territoriale a eu sa position, le ministre de la Défense, chacun a eu sa position sur cette question-là. Il y a eu même des contradictions relativement au nombre de morts. Et les contradictions jusqu'à aujourd'hui persistent. Je voudrais, et vous voyez donc que si on avait attendu que le rapport soit rendu public, avant de prendre la position qui est prise aujourd'hui, je pense qu'on aurait rabattu le caquet à tous ceux qui aujourd'hui peuvent se permettre de continuer à faire de la critique. Donc le gouvernement doit mesurer sa communication. La communication doit être prudente. Et il ne faut pas qu'on oublie que l'un des objectifs de la communication politique, c'est de rassurer, de rasséréner les populations. Mais malheureusement, on assiste de plus en plus à de la cacophonie. Vous avez vu que tout récemment, le Premier ministre de la République a été obligé de prendre un texte pour imposer aux membres du gouvernement de pouvoir posséder une forme de centralisation de la communication gouvernementale. C'est de cela qu'il est question. J'espère qu'après cette position qui a été adoptée par le Premier ministre, le gouvernement RDPC en prendra de la graine et fera les choses comme elles se doivent d'être faites. Et tout à l'heure, on a semblé vouloir nous égratigner en parlant du nombre de députés et consorts. Je dois rappeler aux uns aux autres que vous avez réussi
à nommer vos députés, parce qu'il faut que je le dise comme cela. Le RDPC a réussi à nommer les députés là où on aurait dû avoir des élections libres et transparentes. La formation politique à laquelle j'appartiens a participé à cette élection. Mais on a le sentiment aujourd'hui, et ça je parle pour moi, que ça pourrait être considéré aujourd'hui par quelques-uns comme des erreurs. On ne peut pas me dire qu'on organise une élection en Chine et que ce soit des personnes qui sont totalement étrangères à la Chine ou je sais pas trop quoi qui vont gagner l'élection en question. Le RDPC est le parti le plus impopulaire au Cameroun. Mais ils réussissent pas du tout de passe-passe à avoir des élections, à avoir des résultats, et il ne faut pas s'en vanter sur un plateau de télévision. Et c'est ce que je voulais dire à mon confrère pour qu'il puisse comprendre de quoi il en retourne. Ok. Hilaria Legrosi, peut-être pour cette dernière intervention, vous avez commencé à indiquer tout à l'heure les axes sur lesquels Human Rights Watch peut travailler avec le gouvernement du Cameroun sur la promotion des droits de l'homme. Vous avez entre autres évoqué, je crois, la question de la formation des soldats. Oui, je pense que c'est pas un volet sur lequel Human Rights Watch peut travailler. Il y a d'autres acteurs qui sont mieux placés pour s'y faire. Je pense qu'un autre axe très important sur lequel le gouvernement devrait travailler, c'est celui de la surveillance, du monitoring des droits de l'homme, de la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones. Et il serait souhaitable que le gouvernement puisse travailler avec les agences des Nations Unies, par exemple l'Haut Commissariat des droits de l'homme, pour mettre en place un tel mécanisme de monitoring et surveillance pour identifier, documenter les cas d'exaction et aussi les prévenir. Aussi, permettez-moi de dire que ce rapport de la commission d'enquête n'est pas une fin en soi. C'est une première étape, c'est positive, mais encore une fois, le rapport ne reconnaît pas que cette attaque a été perpétrée dans le cadre plus large d'abus militaires dans les régions anglophones. Et une dernière chose, et peut-être que je pose une question à mon copanéliste qui est également maître, peut-être il pourra me répondre. Le rapport de la commission d'enquête soulève des questions très importantes pour ce qui concerne la présence des civils armés ou des milices ensemble avec les militaires dans la même opération de reconnaissance. Quel est le cadre juridique de cela et qui porte la responsabilité de ces civils armés qui travaillent avec les militaires dans une opération de reconnaissance? Peut-être qu'il devrait répondre et puis on vous permet de conclure, Maître Degem. Lorsque les militaires se font accompagner par des civils dans une mission de reconnaissance, s'il y a du grabuge commis peut-être par ces civils qui emportent la responsabilité, c'est la question de Hilaria Legrosi. Non, le tribunal est là pour dire qui est responsable. Moi, je ne peux pas le dire. Madame Legrosi, voyez-vous, moi je suis avocat. Et lorsqu'un fait est posé, un acte est posé, il y a des instances qui sont indiquées au Cameroun pour dire qui est responsable. Si un militaire a commis un fait avec un civil, en compagnie d'un civil, en principe, de par la loi, le tribunal militaire est compétent. Surtout quand c'est dans le cadre militaire. Le tribunal militaire, statuant en matière criminelle ou alors correctionnelle, selon, nous dira qui est responsable de quoi. Moi, je suis obligé de respecter la présomption d'innocence des personnes qui sont visées dans le rapport. Et même s'il y a un fait comme celui que vous décriez, il ne m'appartient pas à moi, avocat, sur un plateau de télévision, de dire qui est responsable. Tout ce que je vous dis, c'est qu'au Cameroun, la responsabilité pénale est personnelle, le rapport du président individuelle. Mais dans le rapport du président de la présidence de la République, on indique qu'il y a des soldats qui sont aux arrêts et qu'il y a une enquête disciplinaire qui est ouverte contre d'autres chefs hiérarchiques de ces soldats. Ils sont présumés innocents, ils sont aux arrêts. D'accord. Alors, Hilaria Legrosi, satisfaite par la réponse de Maître Degem sur ce plateau? Merci pour la réponse. Alors pour sortir de cette émission, en tout cas de cet échange avec vous, on a remarqué qu'une ou deux fois vous avez insisté sur la région anglophone du nord-ouest et du sud-ouest. Vous êtes particulièrement préoccupé. Est-ce que vous êtes inquiète pour la question de la situation des droits de l'homme dans cette partie du pays? Est-ce que vous êtes inquiète sur la situation des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? L'inquiétude porte sur les cas que nous avons documentés depuis pas mal d'années, désormais depuis que la crise a commencé. Des ONG des droits de l'homme, y compris mon ONG Human Rights Watch, ont documenté des cas
des exactions commises tant par les forces de sécurité que par les séparatistes armés. Cela a engendré une crise humanitaire sans précédent avec plus de 600-700 000 personnes déplacées, 50 000 réfugiés au Nigeria et une escalade des violences qui a toujours été observée dans des moments clés, dans des dates clés depuis le début de la crise. Donc oui, nous sommes préoccupés par cette situation et surtout pour la protection des civils. En plus, aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, je pense qu'il faut être très surveillant et vraiment monitorer la situation de près afin que les populations dans les besoins puissent avoir au moins l'assistance humanitaire dont ils ont besoin et qui leur permet de pouvoir continuer. Et quand vous avez eu l'occasion d'échanger avec des membres du gouvernement sur cette question-là, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une situation qui les préoccupe? Est-ce que le gouvernement camerounais est ouvert aux suggestions, aux propositions que vous faites pour l'amélioration, la promotion des droits de l'homme dans cette partie du pays? À tout à l'heure, on a mentionné le fait que le gouvernement est ouvert. Je dirais qu'il est partiellement ouvert parce que s'il était totalement, moi j'aurais eu accès au pays alors qu'on m'a interdit d'entrer en avril 2019 et depuis ça, je n'ai pas pu retourner. Alors, notre directeur a pu accéder au Cameroun et s'entretenir avec les autorités à Yaoundé en fin janvier, juste avant le massacre d'Engarbo. Une ouverture que j'espère pourra continuer et qui sera également valable pour moi. Hilaria Legrosi, infiniment merci d'avoir échangé avec nous ce soir dans le cadre de cette émission d'Equinox Soir. Merci à vous. Hilaria Legrosi, chercheur en droits de l'homme pour le compte de Human Rights Watch, en direct sur Equinox Soir. Maître Moustapha Ngouana, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a des problèmes avec la communication du gouvernement. Est-ce que aujourd'hui, avec ce rapport-là, ça ne discrédite pas davantage les messages que porte ce gouvernement pour ce qui concerne des questions comme la tragédie d'Engarbo? Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes parce que on a comme une espèce de constance du rétropédalage. Vous savez, chaque fois on prend une position et quelques instants après, on se retrouve à avoir une position complètement différente. Je vous ai évoqué le cas du massacre de l'extrême nord. Je vous ai également évoqué même le cas de la Coupe d'Afrique des Nations qui a connu un léger glissement qui en réalité est un véritable rétropédalage. Donc on revient constamment, il y a une espèce de cacophonie qu'il faut reconnaître. Et il faut dire qu'il y a cacophonie, il y a contradiction même. Donc aujourd'hui, je formule le vœu, parce que je suis camerounais, qu'après la sortie de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que les choses vont être contrôlées dans un sens encore plus acceptable. J'espère que certains ne vont pas lui ravir la politesse, parce que vous devez convenir avec moi qu'il y en a qui se permettent très souvent de prendre des actes qui ne ressortissent pas de leurs compétences. Vous vous souvenez encore il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale s'est retrouvé en train de faire des injonctions à une banque, alors qu'au regard du droit applicable au Cameroun, il n'en a en réalité pas la compétence. Il a dû manger son chapeau en sollicitant plus tard que le ministre des Finances puisse poser les actes qu'il faut pour que, éventuellement, s'il y avait un compte bancaire, par exemple, ouvert, que celui-ci soit fermé après intervention de la NIF. Tout ceci pour dire qu'il y a une véritable cacophonie dans la communication gouvernementale. Donc il y a un vœu que nous formulons, que dans pas longtemps, les choses se fassent de manière différente. Parce que, après tout, c'est notre pays, c'est le Cameroun, et il n'est pas bon qu'il donne une image aussi négative. Point final pour la première partie de cette émission d'Equinox Soir. Retrouvons à présent Ghislaine Berthe Bissaye. Ghislaine, bonsoir. Bonsoir Duval Fangois. Au menu du 20h ce soir.
Ce soir, nous parlerons de cette affaire qui fait grand bruit sur la toile depuis la récente audience du chef de l'État, Paul Biya, avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Un collectif ou 7 collectifs d'activistes camerounais de la diaspora ont écrit à Emmanuel Macron lui demandant de limoger son ambassadeur Christophe Guilou qui, selon eux, aurait prêté son image au montage de ce tête-à-tête survenu le 16 avril dernier. Et nous parlerons également de cette nouvelle qui est tombée hier soir. Pas de manifestation publique des éditions 2020 de la Fête du Travail et de la Fête nationale de l'Unité. Cette décision du chef de l'État vise à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagande du coronavirus. Quels sont les enjeux d'une telle décision? Élément de réponse à suivre dans le 20h du Val. Merci Julienne Berthe Bissaye. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, dans quelques minutes, ce sera le journal de 20h avec Julienne Berthe Bissaye. Juste derrière, la deuxième partie d'Equinox Soir avec nos invités, Maître Moustapha Ngwana, avocat au barreau du Cameroun, conseiller juridique